Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'analyse du numéro de Florent Lestage qui a été filmé au Festival mondial du cirque de demain dans les années 2010. Comme pour les dernières vidéos, j'analyse une captation télé, c'est-à-dire que c'est pas le numéro en direct, il y a plusieurs angles de vue, du montage, des coupes, mais on va faire avec ce qu'on a. L'idée de cette analyse, c'est d'analyser ce que je vois et pas forcément ce que l'artiste a voulu faire. On va pas essayer de deviner ses intentions. Je ne sais pas si l'artiste a fait des choix conscients, je ne sais pas si le jonglage est difficile pour lui ou plutôt naturel, je ne sais pas s'il a été entouré pour remonter son numéro ou pas, ou s'il l'a fait tout seul dans son garage. Donc on va d'abord dérouler le numéro et observer la technique de jonglage. Donc je vois une introduction qui va être assez courte avec seulement une canne et très vite Florent prend une massue et on a un jeu avec la massue et le costume où la massue est glissée dans le manteau comme ça, et je reviendrai sur l'intégration de plusieurs facettes dans ce numéro entre la massue, la canne, le costume, le personnage, le sol. Voilà, c'est le début de la routine à 3 massues. C'est plutôt une routine de jonglage contact que de jonglage aérien, même s'il y a quelques lancers. Avec un 4-2, donc 2 massues dans une main et une massue dans l'autre. Là, une figure que j'appellerais le derviche, qui est sur une base de cascade à 3 massues, simplement. Une massue qui roule au sol, et une cascade entièrement au sol. Alors ça, c'est vraiment typiquement contemporain. Et dans le numéro, en fait, depuis le début et même pour la suite, la plupart du temps, on n'a pas vraiment des figures reconnaissables. On a seulement une suite de mouvements sans répétition, typique du jonglage contemporain européen. Et à ce propos-là, je vous invite à regarder la conférence de Jay Gilligan sur le jonglage européen que vous pouvez trouver facilement sur YouTube. Et c'est le cas aussi de toute cette phase où Florent collecte lentement 4 massues et une canne avant de se lancer, cette fois dans une vraie figure codifiée. Cascade à 5 objets, 4 massues et une canne, et voilà, ensuite je vois une sorte de 4-2-3 mais avec les 4 en multiplex, avec des massues jumelles en quelque sorte. Assez curieux vers une fontaine à 4 massues, et là ça va très vite, mais j'ai cru voir un 5-5-5-1 avec la canne qui fait le 1. Et ensuite on a une routine à 4 objets et que je peux difficilement décoder en temps réel. Encore une fois, c'est dans un style typiquement européen où il n'y a pas de répétition. Mais on voit l'un des sujets principaux de ce numéro qui est vraiment le mélange canne et massue, l'interaction même canne et massue. Voilà un équilibre de massue sur la canne, l'équilibre de la canne sur la tête, et la canne qui tient elle-même une massue. Qui débouche sur un lancer de la canne et la massue ensemble. Et c'est la fin du numéro déjà, avec une sortie où je vois une sorte de figuration de la massue et de la canne qui joue le rôle d'un animal tenu en laisse qui entraîne le personnage. Salut, qu'est-ce qu'on va parler? Représentant la France, Florent Lestage.
Voilà. Alors pour résumer, il y a assez peu de figures, de vraies figures entre guillemets, répétitives, mais plutôt une suite de mouvements assez intégrés, c'est-à-dire que j'ai du mal à séparer la chorégraphie, le jeu du personnage, c'est-à-dire la facette théâtrale, et le jonglage. Tout est vraiment imbriqué, intriqué. Pour la structure du numéro, comme les autres fois, je vous ai fait un petit graphique où la ligne orange représente le nombre d'objets, la ligne verte représente le type de combinaison, c'est-à-dire au niveau 1, ici, on a juste la canne, au niveau 2, on a juste les massues, et au niveau 3, on a la combinaison canne et massue. Donc, en quelque sorte, on a un ordre logique d'exposition, c'est-à-dire on montre la canne, on montre les massues, et ensuite on montre le mélange. On montre les ingrédients d'abord et puis on montre la recette ensuite. La ligne bleue représente la quantité de mouvement. Alors c'est difficile à chiffrer précisément, mais en tout cas j'ai essayé de retranscrire mon impression du mouvement. Et je vois qu'il y a du mouvement tout le temps. Et non seulement il y a du mouvement tout le temps, mais il y a aussi des variations de mouvement tout le temps. Donc du mouvement, moins de mouvement, plus de mouvement, moins de mouvement, encore plus et moins et plus et moins et plus de mouvement, mais de nouveau du mouvement. Voilà, ça change tout le temps. À propos de l'intensité générale, je vois un arc du début à la fin, avec un break à peu près à la moitié, donc ici. La première moitié est plus légère, entre guillemets, ici, et la deuxième moitié plus consistante, entre guillemets, ici. Sur la technique du numéro au sens large, à mon sens, le numéro de Florent est presque plus du théâtre physique que du jonglage, même s'il y a quelques figures de jonglage reconnaissables. À mon avis, l'intérêt du numéro repose sur l'intégration des éléments de jonglage dans une approche plus large de la manipulation et de la mise en scène. Si vous cherchez du jonglage, vous allez peut-être rester sur votre faim, mais si vous voulez monter un numéro qui touche un large public, si vous voulez intégrer le jonglage dans une histoire, à mon avis, Florent, avec son numéro, il a des choses à nous apprendre. Donc je vais me concentrer sur quelques passages, et comme ça me semble difficile d'analyser le jonglage isolément, je vais voir comment le jonglage est intégré dans l'histoire, dans la fiction mise en place par le numéro. Je commence par le début du numéro où Florent découvre la massue cachée dans un journal, et il la pousse avec la canne comme s'il n'osait pas la toucher. La massue est une sorte d'objet oublié ou caché. Alors je sais pas si vous connaissez cette image apparemment répandue par Hollywood, des ivrognes qui boivent de l'alcool à la bouteille, et la bouteille est cachée dans un sac, parce que aux États-Unis, boire de l'alcool ou même transporter dans la rue une bouteille d'alcool non emballée est interdit. Enfin, c'est un cliché cinématographique qui vient des États-Unis, de l'ivrogne et de sa bouteille dans un sac en papier. Voilà. Donc ici, je vois un rappel de cette image un peu honteuse. Et je me demande si, comme Florent a été formé au Canada, c'est possible qu'il ait été imprégné par cette image, mais là je m'avance un peu, je sors du cadre de l'analyse. J'ajouterais juste que le papier journal place l'action dans le passé aussi. Aujourd'hui, la presse écrite a vraiment perdu de l'ampleur par rapport à d'autres époques, au XXe siècle. Pour moi, en tout cas, voir un papier journal comme ça évoque plutôt le passé. Et une époque où les journaux étaient plus courants, et voilà, aujourd'hui je vois jamais du papier journal dans les rues comme ça, c'est rarissime, donc ça donne un côté un peu nostalgique. Voilà, je reviens sur ce moment où la massue se prend dans le manteau comme ça. Et c'est un geste plutôt anodin, c'est pas vraiment une figure reconnaissable de jonglage, mais ce petit mouvement-là est exécuté avec la virtuosité d'un jongleur. C'est-à-dire que ce mouvement anodin est rendu extraordinaire par l'habileté du jongleur, la skill en anglais. Donc sur cette image, on voit des massues sales, et je note ça parce que quand on achète des massues, elles sont neuves et elles sont vraiment toutes blanches. Et pour moi, c'est le principe des massues blanches d'être vraiment blanches, c'est-à-dire vierges de marques du monde réel, de manière à pouvoir projeter ce qu'on veut sur l'objet. Pour moi, les massues blanches sont une sorte d'écran de projection dans le cirque contemporain, contrairement aux massues de cirque, disons traditionnelles, qui sont colorées, brillantes, décorées. Au contraire de ça, dans le jonglage contemporain, les massues blanches sont une sorte d'écran, un support pour que les spectateurs puissent projeter leur propre vie. C'est un des principes du cirque contemporain où les spectateurs sont en partie actifs. C'est-à-dire que l'artiste laisse une place pour que les spectateurs construisent une partie de l'histoire dans leur propre tête. C'est pas l'artiste qui dit tout, en fait. C'est le spectateur aussi qui s'investit dans le spectacle.
Et ici, les massues sont laissées sales comme après quelques mois d'utilisation. Alors, normalement, pour moi, c'est un red flag, c'est un signe de manque de sérieux, voire un manque de respect pour les spectateurs, comme si on se pointait au boulot avec des vêtements sales ou avec des outils en panne ou quelque chose comme ça. Mais ici, c'est une exception. Il se trouve que les massues sales sont très cohérentes avec tous les autres aspects du numéro, et vu la qualité d'exécution du jonglage et des enchaînements, je peux pas soupçonner un manque de sérieux de la part de Florent. Enfin, peut-être que Florent manque de sérieux sur la propreté des massues, mais il se trouve que c'est très cohérent avec un univers abouti. Donc pour moi, spectateur, la question disparaît en fait. C'est plus un problème pour moi que les massues soient pas absolument blanches. Voilà, alors je reviens sur le début de la routine à 3 massues, où je disais que c'est plutôt du jonglage contact que du jonglage aérien. Et je vais saisir l'occasion pour revenir un peu sur l'histoire des massues, de l'objet massue. Je sais pas si vous savez que les massues modernes sont un croisement entre les bâtons japonais et les massues indiennes, et pour ceux qui connaissent pas, les massues indiennes, ce sont des énormes pièces de bois avec une poignée à une extrémité. C'est très lourd hein, donc, et ces massues indiennes sont utilisées pour l'entraînement des soldats. Et les massues modernes ont gardé plus ou moins la forme des massues indiennes, mais sont construites autour d'un bâton, c'est-à-dire que ce sont des structures creuses, considérablement allégées donc par rapport à une massue indienne. Les premières massues du début du XXe siècle pesaient 4 kg, c'était du bois plein, mais aujourd'hui une massue Henry's, comme celle de Florent, pèse un peu plus de 200 grammes. Donc les massues sont plutôt héritières des techniques de combat, donc ce sont plutôt des instruments symboliquement destinés à tenir à distance, à blesser, voire à tuer un adversaire. Et à ce moment du numéro, Florent est plutôt en train de faire rouler les massues près de ses épaules, ou autour du cou, ou le long des bras. Donc pour moi, c'est pas du tout une utilisation guerrière qu'on pourrait retrouver chez Ignatov ou chez Vadik dans mes vidéos précédentes. Là, Florent a plutôt un rapport de confiance avec les objets, et les traite comme des animaux apprivoisés, en quelque sorte. Ça marque le numéro esthétiquement comme du cirque contemporain, avec un retournement du code classique. Aujourd'hui, c'est très courant qu'on trouve une relation douce entre le jongleur et les objets, au lieu d'une relation de contrôle du jongleur sur les objets. Voilà, alors là je reviens sur ce petit morceau aussi, qui est du jonglage plus aérien que la phase précédente, mais c'est une petite séquence qui repose plus ou moins sur l'idée de jongler à 2 massues d'une main, pendant que l'autre main fait une série de manipulations ou de swings avec la 3e massue. Ça aussi, c'est un truc typique du cirque contemporain. C'est-à-dire qu'on libère du temps pour une main pour étoffer la chorégraphie. Voilà, on n'est pas constamment en train de lancer et rattraper des objets. Oui, d'un côté, il y a des objets qu'on lance et qu'on rattrape, mais de l'autre, il y a du temps qui est libéré pour cette main pour faire d'autres choses que strictement lancer et rattraper. Donc, le derviche que j'ai cité tout à l'heure, c'est une simple cascade combinée avec un lancer derrière la tête et une quasi demi-pirouette. Alors on peut doser, on peut faire un quart de pirouette, un tiers de pirouette, ou une demi ou même plus selon le déplacement qu'on veut donner. Donc je reviens brièvement sur cette routine à 4 objets où il n'y a pas vraiment de figure codifiée reconnaissable, c'est vraiment du jonglage sur mesure pour cette combinaison d'objets, avec l'interaction très particulière de la massue prise dans la poignée de la canne. Je trouve difficile de décortiquer cette routine ici, je veux pas que la vidéo dure 1 heure, mais l'utilisation de la canne est ce que j'appellerais une indirection, c'est-à-dire que Florent manipule les massues non pas directement avec la main, mais avec la canne comme si c'était un segment supplémentaire de son bras. C'est une sorte de lien entre le corps et les objets, c'est-à-dire que la canne a un statut un peu intermédiaire, c'est pas vraiment le corps, mais c'est pas vraiment un objet non plus, comme si la frontière entre les deux s'estompait et que la canne faisait ce lien-là. Après la partie principale du numéro, cette sortie matérialise la transformation des massues en êtres vivants, semi-apprivoisés. Donc dans le monde matériel, les massues ne peuvent pas devenir vivantes, mais dans la tête du personnage, complètement. Je vois une sorte de double fiction, en fait, celle du jongleur marginal qui se réfugie dans le jonglage et qui inclut la fiction au niveau en dessous, où le personnage se construit lui-même une fiction dans laquelle la massue devient un animal. Dans ce numéro, je peux voir assez clairement une structure narrative. Alors, un schéma narratif, c'est une structure en 3 parties. Le début, avec une situation initiale donnée, un milieu ou un développement
où l'histoire se déroule avec ses rebondissements, ses obstacles à franchir, et la fin, où on trouve une résolution. Par exemple, on revient à la situation initiale, ou à une situation améliorée, ou en tout cas, on a un changement à propos de la situation ou du personnage. Dans notre cas, je vois un personnage qui vit sa vie de marginal. Donc ce personnage découvre des massues qui sont le support pour une série de péripéties sous la forme de manipulations et de figures de jonglage, au cours desquelles il se construit un petit monde et il repart enrichi d'une rencontre avec ces objets qui lui tiennent maintenant compagnie. Donc il a rompu la solitude, peut-être pas en vrai, mais en tout cas dans son imagination. Alors, je vous ai remis brièvement le thème musical. Donc, sur la musique, vous avez peut-être reconnu la bande-son du film La Strada de Fellini par Nino Rota. Le film raconte la vie d'une troupe de spectacles itinérants avec toute la précarité que ça suppose. Donc, la musique souligne le caractère du personnage. Je vois un lien assez évident, assez premier degré. Sur le costume, donc, c'est un costume très simple. Un débardeur blanc, un pantalon plus ou moins noir et assez anodin, légèrement trop court, un grand manteau chaud et pas de chaussures. Et quelqu'un qui porte un manteau chaud mais pas de chaussures, c'est quelqu'un qui a peut-être trouvé ou volé ou acheté il y a longtemps ce manteau, mais qui ne peut pas se payer de chaussures même s'il fait froid. Et le côté anodin des autres vêtements me laisse supposer que le personnage ne les a pas choisis, le pantalon qui n'est pas à sa taille, le débardeur qui doit être le truc le moins cher du magasin, il a seulement pris les premiers vêtements qu'il a trouvés en fait. Et je parle bien du personnage. Est-ce que Florent ou un créateur costume a soigneusement choisi les éléments du costume ou pris les premiers qui lui sont tombés sous la main? Je ne sais pas, mais en tout cas, la cohérence est là et le symbole est le même. Donc je vois un personnage pauvre, dans le sens de quelqu'un qui a à peine les moyens de survivre. C'est un homme seul, sans amis, ni famille, ni assistant, ni même chef. Et je dirais même qu'il est manifestement perdu, il est vraiment en marge de la société. Par rapport à mes précédentes analyses, par rapport à Ignatov, qui est une sorte de demi-dieu, ou Vadik, qui est une sorte d'ingénieur extraterrestre en mission sur Terre, ici, Florent est aussi une sorte de personnage mythologique ou archétypal, mais d'une toute autre sorte, celle de la Bohème en fait. La Bohème, c'est à l'origine une région d'Europe centrale, mais à partir du 19e siècle, le mot désigne un mode de vie non conventionnel, souvent associé aux artistes qui privilégient la liberté, la créativité et l'indépendance par rapport aux normes sociales et matérielles. La bohème évoque une existence marginale, précaire, marquée par l'insouciance, la passion pour l'art et un rejet des conventions bourgeoises. Et dans le film La Strada, les personnages principaux vivent typiquement la vie de bohème. Et dans son numéro, Florent incarne complètement cet archétype. Dans son jonglage, il privilégie la créativité par rapport aux figures codifiées, il endosse le costume de marginal et il choisit une bande-son emblématique de ce mode de vie. Pour relier avec le jonglage, le personnage est tellement marginal qu'il se fait des amis imaginaires, les massues, qui deviennent des animaux qu'il abrite sous son manteau, qu'il poursuit, qu'il apprivoise et qui deviennent des animaux de compagnie. Voilà, et pour finir cette analyse, je reviens au début, où l'artiste est déjà dans le numéro, donc il n'y a pas vraiment d'introduction en fait. On ne voit pas l'entrée de l'artiste qui apparaît du rideau du fond de la piste. On voit l'artiste qui est déjà en place et déjà dans son personnage. Et à la fin du numéro, moi je vois une fuite vers la suite de la vie du personnage. Il y a bien un salut, mais le salut arrive après la fin du numéro en fait. Au moment du salut, le numéro est déjà fini, l'affection est déjà cassée, et l'artiste a repris une attitude plus naturelle, sourit, d'ailleurs je vous le montre, voilà. C'est plus du tout le même personnage. Là on voit Florent, le jongleur, alors qu'avant on voit son personnage de marginal. Donc là il sourit, il respire, un peu comme Vadik, voir ma précédente vidéo. Donc pour moi le numéro est un morceau de quelque chose de plus grand, c'est une tranche de vie du jongleur. Le jongleur est deux passages devant nous, et en tant que spectateur nous avons assisté à une tranche de son existence qui avait déjà commencé avant le début du numéro et qui se poursuit après le numéro dans la fiction. Au contraire de Ignatov, qui arrive, qui se présente et qui commence quelque chose et qui finit cette chose devant le public, avant de partir. Je trouve que ce numéro relève à la fois de la tragédie et de la comédie, donc il se finit à la fois bien et mal, en quelque sorte. D'après moi, la question dramatique est: sortira-t-il de la pauvreté et de la marginalité ?
D'un côté, ça se finit mal parce que le personnage s'enferme dans la pauvreté avec une fuite vers l'imaginaire, mais pas de solution matérielle ni sociale, hein. Il trouve pas d'argent, il trouve pas des nouveaux habits, il trouve pas d'amis ni de famille. Mais de l'autre côté, ça se finit bien parce que en acceptant son destin, en acceptant sa condition, il trouve quand même une sorte de bonheur. Par exemple, pour moi, ça me fait pas du tout envie d'être marginal comme lui, mais c'est quand même une leçon de vie. On a tous nos problèmes insolubles et ça peut être une solution de les accepter et d'en tirer de la beauté. Je pourrais traduire tout ça en une phrase pour essayer de cerner le modèle du monde que le numéro propose. C'est « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et transformez votre vie par l'imagination ». Pour avoir vu le numéro à cette occasion du Cirque de Demain, et pour avoir parlé avec d'autres spectateurs à ce moment-là, j'ai l'impression que les gens ont été très touchés par ce numéro et je peux comprendre pourquoi. Après l'avoir analysé, la qualité d'exécution était au point, le jonglage était à la bonne limite entre les figures trop standards et les mouvements incompréhensibles, c'est-à-dire que les spectateurs peuvent se raccrocher à quelque chose sans que ce soit trop facile. Il y a un petit effort à fournir par le spectateur, mais pas trop important. Ou dit autrement, les gens ont été étonnés sans se sentir déroutés. Enfin, la morale, entre guillemets, était assez ouverte, à la fois tragique et heureuse. Donc on peut projeter pas mal de choses personnelles, on peut s'identifier de différentes façons. Voilà pour aujourd'hui. Regardez en description pour trouver des liens. Les liens vers mes analyses précédentes, si vous ne les avez pas encore vues, elles complètent assez bien cette nouvelle analyse. Un lien vers mon guide de démarrage gratuit pour monter un numéro de jonglage. Le lien pour vous procurer mon guide d'initiation au jonglage, apprendre le langage jonglé. Merci d'avoir regardé, likez et abonnez-vous. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je développe certains points, que j'analyse d'autres numéros, et rendez-vous à la prochaine vidéo.